Chapitre 2. Un duel expéditif. Lorsque Taruki se réveilla, il eut mal. Il se releva difficilement. Tu m'as drôlement amoché, tapé un prisonnier sans défense, tu es un lâche. Mais personne ne lui répondit. Hé chouchou, je t'appelle. Mais il constata que son gardien n'était plus avec lui. Ah, dommage, mon copain est parti. Je m'amusais pourtant bien avec lui. Il alla explorer les objets se trouvant dans la salle, mais un bruit l'interpella. La porte de sa chambre s'ouvrit. Deux personnes entrèrent dans la salle. Il s'agissait de Ryu et de Sérénade. Toi, le meurtrier, tu vas me dire pour quelle raison tu as tué notre maître, rouspéta Ryu. C'est qu'il mordait, constata Taruki. Ne joue surtout pas avec moi, ma patience a des limites. Le ton qu'il prit surprit beaucoup l'adolescent. Il comprit que celui qu'il avait en face n'était pas patient. Tout comme sa victime bleue, il semblait autoritaire, même s'il était moins impressionnant. Étant donné sa situation actuelle, il ne valait mieux pas trop le chatouiller, plutôt le chatouiller d'une manière différente. Vous comptez faire quoi de moi? Ne change pas de sujet, parle, s'impatienta Ryu. Taruki fut intimidé par l'énergie qu'il dégageait. Il semblait être violent. J'ai tué votre maître parce qu'il le méritait, répondit Taruki. Développe davantage, ordonna Ryu sévèrement. Il m'a provoqué, il m'a empêché de vivre, il m'a ridiculisé. Il s'est amusé à me harceler de sa morale. Il a retourné tout le monde contre moi, il m'a porté atteinte de manière physique sans que je puisse me défendre et il m'a réduit au désespoir. Mon acte est tout à fait justifié. Il a fait tout ça pendant le combat? Je n'ai pas aperçu ce genre de détails dans votre duel, s'étonna Ryu. Il a fait ça quand j'étais sur Terre. Il me menaçait tout le temps par une voix dans ma tête, raconta Taruki avec beaucoup d'ardeur. Ryu et Sérénade furent étonnés. Ils n'avaient pas été mis au courant de ce genre de choses. Peut-être que nous aurions dû visiter ses souvenirs concernant la planète Terre. Je ne savais pas que notre maître l'avait contacté aussitôt, remarqua Sérénade doucement. Oui, tu as raison. Il va repartir pour une analyse dans le Veritor, décida Ryu. Et attendez, pas cette machine, elle fait trop mal. En fait, cette machine réagit à la quantité de lumière que recèle ton cœur. Lorsqu'elle en est dépourvue, la machine réagit en provoquant des douleurs plus ou moins intenses en fonction des ténèbres présents dans celui-ci, expliqua Sérénade, qui ne voulait pas le laisser dans l'ignorance. Quoi? On sait par cette manière que tu es un très mauvais garçon, remarqua Ryu avec une légère pointe d'agressivité. Grrr. Garde! Appela le commandant. 4 hommes entrèrent dans la salle. Conduisez-le au Veritor immédiatement. Arrête, pas ça, au secours, implora le prisonnier. Il n'y a rien à en tirer d'une vermine de ton envergure. Tu n'es pas intéressant et tu ne vaux même pas la peine qu'on te parle. Tu seras enfermé dans notre pire chambre et nous déciderons très vite de ton sort prochain, avertit Ryu, le dos tourné. Qu'allez-vous me faire? Te donner la pire sanction que tu puisses recevoir, ou dans le meilleur des cas, nous prendrons simplement ta vie avec un verrouillage de tes capacités pour ta prochaine vie. Mais les gardes le saisirent et l'emmenèrent. Vous n'avez pas le droit de me porter atteinte, hurla Taruki. Ryu fit un signe du doigt qui signifiait un arrêt. Les gardes s'arrêtèrent donc. Puis Ryu s'avança vers le prisonnier. Tu me fais bien rire. Ce que tu as fait, c'est porter atteinte à nous tous, et même à l'île pour avoir supprimé un monarque aussi exceptionnel que lui. Non, pire, tu nous as déclaré la guerre. C'est comme cela que tout le monde le ressent. Nous voulons tous que tu paies ton acte, et bien évidemment, pour le payer, nous allons pas t'éliminer tout de suite. L'adolescent comprit alors qu'il était dans une très mauvaise posture. Ils étaient à leur merci totale. Et si tu veux t'excuser, sache que nous ne voudrons pas les entendre. Ton sort est scellé et tu ne pourras rien y faire, termina Ryu qui fit un autre signe du doigt pour que les gardes reprennent leur marche. Taruki se débattit comme un lion, mais les gardes le tenaient solidement.
À cause de la mort du roi, des centaines de créatures avaient encerclé la ville d'Eldar. Ils hurlèrent tous tristement en essayant de rompre la barrière d'énergie qui entourait leur cible. Les habitants furent évacués sous l'ordre de Félion dans une zone surprotégée de la ville. Dans la soirée, ils s'arrêtèrent de frapper la barrière, mais ils ne partirent pas. Félion savait qu'il ne pourrait pas vaincre la barrière de cette façon, et même en prévenant les habitants, leur peur ne fut pas calmée. L'adolescent se réveilla. Il était enfermé dans une cellule, comme il les connaissait sur Terre. Mais elle n'était pas aussi lugubre que celle qu'il connaissait. Le décor lui rappelait une maison de mamie. En effet, l'endroit était très austère, il n'y avait pas de barreaux, une porte les remplaçait. Cette porte était très haute et équipée d'un système spécial. Elle avait la forme d'un demi-arc de cercle. Son design était high-tech. Le contraste entre cette porte nouvelle génération et cet endroit vieillot fit une étrange sensation. Il avait l'impression d'être enfermé dans un autre monde, un monde austère et punitif. Qu'est-ce qu'il se sentait mal dans cet endroit. Taruki tourna en rond, puisqu'il n'avait rien dans cette pièce. Il y avait un canapé, des toilettes, un lavabo, et c'était tout. Il n'y avait même pas de lit. Perdant patience à ne rien faire, il fit du tapage. 2 heures s'écoulèrent de cette manière. La porte s'ouvrit et laissa place à 4 gardes accompagnés d'un homme et d'un petit garçon. C'étaient Kilian et Essari. Lorsqu'ils scrutèrent la salle à la recherche du prisonnier, il était en train de charger les murs avec insistance. Il détestait attendre à ne rien faire. « Hé le taureau, si tu veux te défouler, nous t'en donnons l'occasion au cours d'un match, lança Kilian, étonné de son comportement. Le prisonnier s'arrêta net et regarda le bienfaiteur, qui avait dit ces mots de libération. Il aperçut un homme et un enfant. Cet homme n'était pas le fou de la gâchette de l'instant précédent. Ce petit garçon du nom de Essari aimerait se battre contre toi, informa Kilian. Et si je gagne contre lui, vous me relâcherez? Non, ce n'est pas prévu. Tu crois que nous allons relâcher un monstre de ton espèce? Si vous le relâchez, il va se faire descendre par les girasses, remarqua Essari simplement. Oui, c'est bien vrai, acquiesça le tuteur avec un sourire gêné. Dis gamin, pourquoi tu veux te battre contre moi? S'enquit l'adolescent excité. Je veux te combattre en l'honneur de mon maître, annonça Essari avec conviction. Je suis bête, je n'aurais pas dû te poser la question. Il n'y a que votre maître adoré qui n'existe qu'à vos yeux. Même les morveux s'y mettent ici. Je ne suis pas un morveux, s'énerva Essari blessé. Je vais te terminer en moins de 2, se vanta l'adolescent. Essari ne répondit rien, blotti contre sa timidité. Les gardes l'emmenèrent à nouveau. Le prisonnier fut conduit à une arène. Cette arène faisait la taille d'un stade de football. Dans les gradins, de nombreux interrigues étaient installés et hurlèrent de joie. Kilian passa sa main devant son médaillon. Tu es autorisé à utiliser tes armes, seul ton fouet a été bloqué. Tous les coups sont permis, mais il est interdit de tuer, informa Kilian. L'adolescent observa le gigantesque lieu et fut surpris de son design. C'était si luxueux. De nombreux bas-reliefs ornaient le lieu, mais en scrutant le lieu, il tomba sur quelque chose de spécial. Il vit une gigantesque stèle qui brillait de 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Sur celle-ci se trouvaient des écritures. Taruki fut époustouflé par la beauté de cette stèle. Les couleurs chatoyaient. C'est quoi cette stèle? S'enquit Taruki. Sur cette stèle se trouvent nos lois naturelles. Les lois naturelles sont des lois qui n'ont pas été décidées par les interrigues. C'est l'esprit de l'île ainsi que les créatures qui les ont établies. Cela veut dire que si tu les transgresses, tu t'attireras leur foudre. Transgresser une loi naturelle est plus grave que transgresser une de nos lois. Oui, votre allumé bleu me l'a dit. Si tu les lis, tu remarqueras que tu en as déjà transgressé 4, indiqua Kilian calmement.
L'adolescent se concentra pour les lire. Au milieu du stade se trouvait une immense projection holographique qui montrait l'adolescent et son adversaire. Les lois naturelles de Kinéa, les principales interdictions et obligations. Tuer sans raison valable. Tuer par désir de domination ou de pouvoir n'est pas une raison valable. 2. Porter atteinte à une personne ou un animal par la force de combat, excepté en cas de défense. Si c'est le cas, la personne devra se maîtriser pour juste mettre hors de combat la personne ou l'animal sans lui infliger des dégâts trop importants. 3. Détruire un lieu. 4. Transgresser un lieu sacré. 5. Voler à l'extérieur de l'enceinte de protection des villes. Le vol de support de travail des créatures s'expose à des sanctions plus sévères. Taruki s'arrêta de lire, visiblement amusé par quelque chose. On peut voler dans l'enceinte de la protection? Sanki Taruki, je t'ai dit qu'il s'agissait de lois naturelles. Nos lois interdisent évidemment de voler à l'intérieur de l'enceinte. Taruki, après avoir écouté cette explication, se remit à le lire. 6. Déclarer la guerre à l'île. Acte automatiquement fait si la personne résiste à l'île, Kinéa et aux créatures. Cet acte est un acte très grave qui a un impact de très longue durée sur celui qui osera le faire. Il aura des poursuites dans des vies prochaines et des sanctions très handicapantes. 7. Déclarer la guerre à un maître suprême de cette île par un acte tel que le défi pour des raisons égoïstes. 8. Perturber un jugement, qu'il soit divin ou non. 9. Tuer le protecteur des interrigues, le chef suprême. 10. Porter atteinte à la flore et à la faune. 11. D'utiliser des objets sacrés, lieux sacrés, pour des raisons égoïstes. 12. D'emprunter une porte interdimensionnelle sans l'accord d'un gérant de l'île. 13. D'aller sur la falaise de Nacre. Seul le maître de cette île peut y avoir accès. 14. D'appeler à son service des créatures pour des désirs égoïstes. 15. De porter atteinte à un peuple neutre ou positif. Seul le chef suprême et son entourage peuvent se déroger à cette loi en cas de graves problèmes. Tout étranger à cette île doit passer obligatoirement devant le maître suprême pour son admission et éviter un rejet. 17. Obligation d'aller une fois par mois dans un temple se situant à l'extérieur de l'enceinte de protection. 18. Obligation d'avoir un respect de la vie en général, surtout envers l'île malgré ses rudes conditions. Il est obtenu par un certain d'esprit envers cette île. 19. Il est obligatoire d'avoir une attitude d'entraide et de service. L'égoïsme n'est pas toléré. Celui qui enfreindra plusieurs de ces lois se verra attiré d'une sanction ayant la même valeur des fautes commises. Elle sera donnée par les créatures ainsi que par l'esprit de l'île. Celui qui enfreindra plus de 5 lois de manière simultanée se verra subir une sanction donnée par le chef suprême des interrigues. Dans le cas où les fautes commises dépassent le seuil maximal de criticalité, le coupable sera enchaîné à l'île. Oui, en effet, je vois celle que j'ai transgressée. On dirait le Coran, pensa Taruki. Un ange descendit du ciel dans un mouvement gracieux. Le prisonnier leva la tête, attiré par cette étrange lumière. En voyant le visage de cet ange, il s'exclama. « Ah quoi ? Oui, c'est lui qui va abriter le match, annonça Kylian, qui se dirigeait vers Essari. Arrivé près de lui, il lui dit. Essari, je te rappelle qu'il est interdit de le tuer, et malgré cela, montre-lui que tu sais te battre et offre-nous un joli spectacle. Entendu, Kylian, acquiesça-t-il avec la flamme qui brillait dans ses yeux. Je dois te laisser maintenant, mais j'ai confiance en toi. Et si tu perds, absolument personne ne te le reprochera. Au contraire, on t'entraînera beaucoup plus pour une éventuelle revanche. Allez, vas-y. Oui. Kylian sortit du stade, Aqua annonça que les deux combattants se mettent en place. Les deux adversaires se mirent en position de combat. Personne ne dit mot par respect de ce qui allait se passer. Le duel peut commencer, ordonna Aqua.
Taruki s'élança sur le petit enfant à toute vitesse. Pendant qu'il parcourait la longue distance qui les séparait, l'adolescent matérialisa son épée irrégulière, puis il l'abattit sur l'enfant. L'impact eut lieu, l'enfant résista à l'assaut avec un bouclier qui s'était formé sur son bras. Ce bouclier, bien que rond, n'était pas en métal, il était constitué d'une étrange énergie. Elle était noire avec des points lumineux blancs qui rappelaient inévitablement un ciel d'univers. Une lumière électrisante rouge était concentrée au milieu du bouclier. Et Sari modifia la forme de cette énergie pour faire apparaître plusieurs boules. Sans attendre, il les projeta sur l'adolescent. Ce dernier se les prit en plein fouet. N'ayant pas eu le temps de réagir, il fut projeté à terre. Et Sari recommença sa manœuvre. Mais l'adolescent pointa son bâton spirale et provoqua une distorsion du terrain. Des reliefs apparurent, le petit garçon fut troublé par ce tremblement de terre qui déformait ainsi le terrain. Des failles importantes se créèrent, et Sari s'envola pour éviter de se faire engloutir par l'une d'elles. Mais brutalement, il sentit une déchirure au niveau de son dos. Taruki avait émergé d'un trou pour passer derrière lui et le surprendre. Il avait chaussé des bottes volantes pour prendre la vitesse nécessaire pour l'entailler profondément. Le petit interrigue s'écroula. Il chuta très vite. Juste en dessous de lui se trouvait une importante faille. Il allait tomber dedans. Et Sari se reprit de justesse et créa une gigantesque boule qui dépassait la taille de la craquelure. Sa boule avait un effet rebondissant, ce qui le propulsa loin dans le stade. Il se réceptionna, mais il s'écroula tout de suite. Il mit la main sur son dos entaillé. Félion trouvait la stratégie ignoble. Il avait également entaillé le dos de leur maître en passant derrière lui. Le petit enfant gémit de douleur. L'adolescent fonça droit vers lui pour lui porter le coup final. Et Sari le vit se diriger vers lui avec une vitesse effrayante. Il ne pouvait pas perdre contre l'assassin de son maître adoré. Cet assassin qui avait osé prendre la vie du plus beau joyau qu'il n'avait jamais rencontré. L'adolescent prit en plein fouet une gigantesque boule. Le petit interrigue avait puisé dans ses dernières forces pour lancer ce coup. Son horrible plaie le dépossédait de son énergie, et bien vite il s'écroula. L'adolescent se releva, mais il était sévèrement atteint. Comment ce gamin a-t-il pu oser, ragea Taruki. Taruki bouilla et il se dirigea vers le petit Essari avec la ferme intention de l'éliminer. Mais Akoa s'interposa en annonçant « Le duel est terminé, j'annonce Taruki vainqueur ». Toute la foule fut déprimée. Mais l'adolescent, ne voulant pas laisser un travail inachevé, c'est pourquoi il détourna l'ange pour s'abattre sur la victime évanouie. Taruki s'écrasa brutalement contre le sol sans en comprendre la raison. Juste avant d'atteindre l'enfant, il avait senti dans son énergie partir et par conséquent, il s'était écrasé tel un avion qui piquait droit en direction du sol. Des gardes venaient vers lui. L'adolescent se releva et les regarda avec un air triste. Il allait être récupéré et à nouveau enfermé. Les gardes se saisirent de lui, mais étrangement, ils restèrent immobiles. Une voix ne tarda pas à percer l'arène. « Peuple d'Eldar, avez-vous remarqué que cet adversaire impitoyable a tenté d'abattre un enfant innocent? Ce criminel, qui n'est pourtant qu'un adolescent, n'hésite pas à prendre la vie des autres, même s'il s'agit d'un enfant. Nous avons, dans cette arène, un monstre sanguinaire qui n'a aucune morale. Ce monstre a pourtant éliminé notre maître vénéré, annonça Félion. L'adolescent sentit un mauvais coup se préparer. Cher citoyen, que voulez-vous lui répondre? Un brouhaha infernal se déclencha. Taruki ne comprit rien avec ces milliers des interrigues qui semblaient parler en même temps. Pourtant Félion annonça. Par la majorité des voix, le criminel subira
une défragmentation partielle de son âme. Une défragmentation, ça veut dire quoi? C'est en fait une souffrance aiguë de l'âme et de ton corps qui amène très souvent à la perte de tes capacités primaires basiques. Tu n'y échapperas pas que si tu as vraiment une résistance en toi, que tu n'as pas, selon l'analyse que nous avons faite de toi par le Veritor, expliqua à quoi? Capacité primaire, comme quoi? Capacité de lecture, capacité de combattre, de marcher, de penser ou de réfléchir, capacité à se détendre, à dormir correctement, capacité de se mouvoir, de rire, des choses comme ça. Cette défragmentation te les retirera de moitié. En entendant cela, l'adolescent pâlit fortement. Comme pour essayer de s'enfuir de ce châtiment, il regarda tout autour de lui. Il tomba sur la stèle multicolore où étaient affichées les lois. C'était à cause d'elle qu'il était dans une situation défavorable. Mais, juste en dessous des lois, il aperçut une phrase écrite dans une langue inconnue. Il ne savait pas à quoi cela correspondait. Les gardes l'emmenèrent dans une grande pièce. Dans cette pièce se trouvait également une machine. Elle était très esthétique et sa taille l'impressionna. Les gardes s'empressèrent de mettre un casque sur la tête de Taruki. Ce dernier fut relié à la machine, puis les gardes activèrent la machine. Aussitôt fait, Taruki sombra dans l'oubli. Il était dans un endroit totalement sombre. Mais brutalement, il ressentit une impression étrange. Il avait l'impression qu'une sorte de tuyau s'était connecté à lui. Puis il sentit une déchirure au niveau de son être profond. L'adolescent ressentit que quelque chose aspirait sa propre essence de vie. Le prisonnier sentit que son essence s'évadait. Mais pourtant, cela n'avait rien à voir avec sa vitalité. Une agression se déclara à de multiples endroits, comme si une foule invraisemblable lui jetait des couteaux très pointus et aiguisés. Il se sentit transpercé de toutes parts. Il avait l'impression qu'un gigantesque séisme s'était déclenché. Il sombrait, il souffrait. Son essence fut absorbée et il sentit en lui que ses valeurs perdaient tout intérêt. Puis, peu à peu, il se trouva aussi mort qu'un zombie. Son arrogance, son manque de respect envers tout et sa grande fierté s'évanouirent dans les airs. C'était comme s'il n'avait jamais existé. À tous ces phénomènes, Taruki cria aussi intensément qu'il ressentait la déchirure en lui. C'était effroyable, c'était invivable. Pourquoi ne mourrait-il pas sous une douleur pareille? Il souffrait, ses hurlements allaient se perdre dans ces ténèbres. L'abomination semblait éternelle. Puis au bout d'un moment, il sentit un étrange déclic. Cela lui avait apparu de telle manière qu'il avait l'impression que tous les os de son corps se brisèrent, puis il s'écroula subitement. Et Sari était à l'infirmerie. Il venait de reprendre conscience le lendemain de son duel avec Taruki. Kilian était à ses côtés. « Alors, jeune champion, tu vas mieux ?» demanda-t-il avec un large sourire. « Je ne suis pas un champion. J'ai lamentablement échoué, se plaignait Essari. Il n'avait pas réussi à honorer son Kubiya adoré. Il avait été trop faible et trop inexpérimenté. Le petit enfant enragea d'être impuissant. Des larmes coulèrent de ses yeux. Mais voyons, pas du tout. Tu as poussé ton adversaire à bout. Au contraire, c'est impressionnant. Tu t'es montré courageux jusqu'au bout, alors que ta situation était extrêmement défavorable. Tu as continué jusqu'au bout sans abandonner. Ton adversaire était incontestablement plus expérimenté, et pourtant tu l'as combattu avec bravoure, sans te préoccuper de ce détail. Tu as impressionné toute la foule, tout le monde est fier de toi. Ah bon? Mais j'ai quand même perdu, s'apitoya l'enfant profondément blessé dans son moral. En apparence oui, mais au fond non.
Ton adversaire a tellement été en colère par ton dernier coup qu'il a tenté de te porter le coup fatal. Tu l'as poussé à bout et ton adversaire n'a pas respecté la règle. Par conséquent, il a reçu la punition d'une défragmentation d'âme partielle. Et Sari n'en revenait pas. Vous allez faire quoi de lui maintenant? Il est en attente de notre décision finale. Nous pouvons le châtier sur les médias, ou bien laisser ce soin à l'île. Mais, quoi qu'il en soit, si ton maître avait regardé ce duel, il t'aurait sans aucun doute félicité. C'est vrai, demanda Essari, avec une grande pointe d'espoir dans ses paroles. Oui, tu sais bien que les notions gagner ou perdre est très subjectif pour lui. Il ne se préoccupe pas de ce genre d'étiquetage. Mais il n'est plus là, remarqua Essari, qui continuait à verser des larmes. Tu lui as offert ton duel au moins, houspilla doucement son tuteur. Tu t'apitoies de sa disparition, mais tu ne lui offres pas le trésor que tu viens d'acquérir. C'est pour lui que tu t'es battu, alors que tu n'aimes pas ça. Oui, offre-lui donc tes trésors et tes actions, il en sera très fier. Et Sari souria en entendant cela. Tu ne le répètes à personne, mais entre nous, je ne pense pas qu'il soit mort. Mais tout le monde le confirme. Oui, c'est vrai. Mais moi je pense qu'il est à côté de toi pour te consoler. Mais si tu pleures et que tu t'apitoies sur toi-même, tu te fermeras à la présence de ton maître, qui essaie peut-être de te signaler sa présence. Pour le recevoir, emplis ton cœur de pensées positives. Envoie-lui tes bonnes actions et tes sacrifices. Pense au bonheur qu'il t'apporterait. Pense à quel point tu te démenais pour lui plaire. Continue à te démener et offre-lui tout. Puis, demande-lui de te faire un signe. C'est vrai, je peux l'entendre. Oui, surtout toi, qui es pur et innocent. Mais pour que tes efforts soient récompensés, et pour que tu puisses le voir, il te faudra faire preuve de patience et de courage. Jusqu'où tu patienterais pour le revoir? Jusqu'où tu te sacrifierais pour instaurer en toi que de bonnes pensées qui t'aideront grandement à recevoir ton maître? Je ne pense plus à venger. Pense à essayer d'établir une communication avec lui, comme lui se branche à l'esprit de l'huile. Oh, mais c'est formidable! Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je te l'ai déjà dit, mais pas aussi précisément, c'est vrai. C'est parce que tu as fait des efforts que j'ai pu te le dire spontanément. Fixe-toi le but de communiquer avec lui par la pensée. Si tu veux, je peux organiser des séances pour toi et te montrer le processus en détail. Pourquoi? Tu sais comment faire? Enfin, tu as déjà fait l'expérience de ce que tu dis? S'enquit et ça, qui reprenait de plus en plus espoir. En fait, ma femme a péri sous le coup des créatures il y a 50 ans, et en ce moment, je communique avec elle. Et justement, c'est ton maître qui m'a enseigné la méthode pour que je parvienne à la recevoir. Parce qu'il faut que tu saches que j'étais comme toi, j'étais en colère et la haine me dévorait. Mais cette haine n'allait pas me ramener celle que j'ai tant aimée. Et Sari fut époustouflé par ce récit et pleura de joie. Oh, Kilian, merci, merci infiniment, s'enthousiasma le petit garçon avec une joie contagieuse. Il sauta hors du lit pour aller embrasser son tuteur. Tu es trop gentil de m'aider à sortir de ma tristesse, remercia le petit enfant. L'innocence du petit être qui était dans ses bras le toucha profondément. Dis, Kilian, on peut dire la bonne nouvelle à tout le monde. Comme ça, tous les habitants pourraient se relier à lui, fit-il innocemment. Ce n'est pas aussi simple. Tous ne seront pas aussi réceptifs et volontaires que toi. Et puis cela demande tout de même beaucoup de patience. Et beaucoup ne trouveront pas le courage de lutter contre leurs pensées négatives. Toi, tu ne vivais que pour lui. Ce qui n'est le cas d'aucun d'entre nous. Pour nous, il est un roi chargé de nous aider à mieux vivre notre quotidien. Il est comme un ami, un compagnon. Pour toi, il était ton cœur même. Tu me comprends?
Oui, oui, répondit Essari sans se départir de la joie qui l'animait. Est-ce qu'on peut faire une séance maintenant? Kilian ria. Ha ha, tu veux t'y atteler rapidement, n'est-ce pas? Ben oui, admit-il avec timidité. Ha ha ha, c'est bien notre Essari, c'est d'accord, on va s'y mettre. Hurrah! Quand tu seras guéri. Méchant, je suis déjà guéri. Je te taquinais, avoua Kilian en rigolant. Allez, viens, on va aller dans un endroit rêvé pour cela. Taruki ouvrit ses paupières. La première chose qu'il ressentit était une torture abominable qui restait bloquée au plus profond de lui-même. Il avait l'impression de recevoir un choc électrique permanent. Tous ses sens furent déréglés. Il n'arrivait plus à se souvenir du lieu où il était. Pendant 1 heure, il ne put bouger, en proie à cette souffrance et à la perte de son équilibre intérieur. Quelle expérience effroyable cela était! Il avait eu l'impression d'imploser et de devenir un zombie dépourvu de conscience. C'était indescriptible et tout simplement inhumain. Comment pouvait-il lui infliger une punition pareille? Pourtant, elle n'était que partielle. Que se passerait-il s'il faisait une défragmentation totale? Et que se passerait-il si c'était sa sanction finale? Ses intrigues étaient dépourvues de morale. Sa conscience était encore très engourdie. Il avait l'impression qu'il n'était présent qu'à 20%. Ses pensées furent entourées de brume, sa conscience plongée dans un liquide qui le dispersait. Mais malgré cela, il pensait, il ruminait. Taruki activait de manière inconsciente un processus de pensée. Qu'avait-il perdu comme capacité primaire? Il en voulait terriblement à ses intrigues. Qu'est-ce qu'il aurait voulu les tuer? La lignée du bouffon bleu était particulièrement énervante, bien plus que les soluminiens. Mais il était fier d'avoir dégommé la tête de ce parasite. Il s'enorgueillissait de son exploit, mais dans le même temps, il maudissait ses protégés. 1/2 heure plus tard, il recommença à retrouver sa mobilité et ses esprits. Enfin, il n'était plus paralysé de conscience. Il se mit à violemment paniquer. Il fallait qu'il s'évade à tout prix. Mais étrangement, il se souvenut de la stèle multicolore et de son étrange phrase écrite dans une langue inconnue, mais pourtant fort jolie à l'écrit. Il se sentait attiré par cette phrase. Il avait la sensation que cette écriture mystérieuse l'avait appelé. La porte de sa prison s'ouvrit pour laisser entrer Félion. Il était seul. Nous avons beaucoup de chance. La moitié des créatures qui nous ont encerclés sont parties. Les autres restent, mais ils ne nous attaquent pas. Les discordes dues à la mort du roi ne sont en fin de compte pas très importantes, mais nous le devons uniquement à son sacrifice. Comme les problèmes extérieurs ne nous submergent pas, nous avons tout pris la décision de voter pour ton jugement final. Cela peut très bien être une défragmentation totale de l'âme, comme cela peut être un aller dans la porte de l'esprit miroir, sans occasion d'en sortir. Nous avons plusieurs choix et nous allons voter. L'adolescent pâlit mortellement. Il allait vraiment mourir ici. Son parcours s'arrêterait là. Il aurait dû prendre en compte le conseil d'Aqua. Il n'aurait jamais dû supprimer son ennemi. Cela lui avait apporté plus de problèmes qu'il ne l'avait pensé. J'ai eu l'extrême indulgence de t'avertir pour que tu puisses profiter de tes derniers instants dans ce monde. En temps normal, je ne me serais pas déplacé pour te dire cela. Remercie Sérénade qui a lourdement assisté. Elle a tendance à être un peu trop gentille. Est-ce que... commença Taruki qui tremblait comme une feuille.
Qu'y a-t-il demanda Félion, qui ne comprenait pas. Est-ce que je peux te demander une faveur demanda l'adolescent, qui ne pouvait s'empêcher de pleurer. Quelle est-elle s'enquit le bras droit du roi avec méfiance. Je voudrais voir la stèle avec les lois dessus, celle qui brillait des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi veux-tu la voir ? Pour lire la raison de ma destruction, admit-il en larmes. Je t'accorde ce droit. Garde ! Les gardes entrèrent dans la chambre. Accompagnez le devant, la stèle, des lois naturelles, ordonna-t-il. À vos ordres, messire Félion, s'exclamèrent en chœur. Veillez bien à ne pas le laisser s'échapper. Je retourne au siège pour le vote. Félion cheminait à la démarche assurée dans la salle du conseil. Messire, merci de m'avoir écouté, commença Sérénade. Je pense que tu pourrais succéder au maître, confia Rayou. Pour cela, il faut faire le périple. Mais avant cela, nous allons voter. Enfin, ne soyez pas trop précipités, chaque chose en son temps. Le moment présent est important, rappela Circain. Il y a l'esprit de Kinéa qui désirerait nous parler, annonça Jouraï. L'esprit de Kinéa ? Mais elle ne vient en personne que pour infliger une sanction, c'est nouveau ça. Quoi qu'il en soit, elle est bien là, remarqua Elima. Félion et Circan se connectèrent à l'esprit par la volonté, tout comme ses camarades. L'adolescent était brisé, c'était vraiment sa fin. Pourtant, une envie presque incontrôlable le poussa à aller de nouveau voir cette magnifique stèle. Une fois devant cette merveille de la nature, Taruki s'empressa de lire la phrase mystérieuse. Puis, il ferma instinctivement ses yeux pour l'imaginer en lui-même. Il voyait de manière intense ces écrits mystérieux. À la suite de cela, l'adolescent fut envahi d'une énergie qui lui était familière. Elle portait les tons de l'arme sacrée. Les gardes attendèrent, insouciants de ce qu'il venait de se produire. Puis, poussé par l'instinct, Taruki dit « Viens à moi, arme sacrée !» L'arme qui avait été retrouvée et remise dans l'endroit d'origine s'envola subitement. Elle flottait dans l'air et suivit la trajectoire qui le conduisait à son maître. Elle traversa les murs et les portes avant d'arriver dans les mains de Taruki. Mais l'adolescent perdit toutes ses forces d'un seul coup. Il ne se laissa pas avoir et fit le geste de porter un coup. Mais les menottes aimantées s'activèrent. Ses mains et ses pieds furent liés par aimantation et l'adolescent tomba par conséquence. Les gardes furent surpris. Il faudrait avertir Félion de ça, remarqua le premier garde. On va le conduire à lui, continua le deuxième. Vivement qu'on l'élimine, cette dangereuse menace. Vous saviez que l'esprit de l'île vote pour sa sanction ultime ? Pour qu'elle fasse cela en personne propre, ce gamin a dû faire très fort, observa le troisième. Après ses crimes, ce n'est plus donnant que ça. Les gardes se saisirent de lui. Le quatrième d'entre eux ramassa l'arme sacrée. Ça y est, il allait mourir. Le dernier coup n'avait pas réussi. Leur système d'emprisonnement était infaillible. Les menottes lui privaient de ses mouvements. Les vêtements absorbaient son énergie, soit de manière partielle, soit de manière totale. Pour terminer, ce médaillon l'empêchait de puiser sa force dans son ki. Ce système était bien pensé pour qu'il ne puisse pas s'évader. Même avec cette occasion en or, il n'avait pas réussi à s'enfuir. Le peuple de ce Koubia était plus doué qu'il ne l'avait imaginé.
Il regrettait de l'avoir tué. Oui, il le regrettait amèrement. Brutalement, les gardes furent pris dans un filet. Surpris sur l'instant, ils se débattirent pour essayer de s'en dépêtrer, mais le filet se resserra davantage et se solidifia. L'un d'eux sortit son épée pour le trancher, mais sa lame se brisa. Mais quelle est cette matière? Questionna le garde, étonné. Un groupe d'une trentaine d'hommes se dirigea vers Taruki. Ce qui perturba l'adolescent sur le moment, c'était leur petite taille. En effet, ces hommes étaient des nains. L'un d'eux s'approcha de Taruki, et à l'aide de sa dague, il entailla les vêtements de l'adolescent. Puis, il appliqua une sorte de ventouse aux menottes qu'il portait sur les mains et sur les pieds. Enfin, il désamorça la médaille. Un autre nain, qui avait des vêtements en main, les jeta sur le prisonnier. Ses habits changèrent alors. À ce moment-là, sa fatigue disparut instantanément. « Allez, suis-moi, je vais te faire t'évader !» annonça le nain qui l'avait libéré. « Mais qui êtes-vous ?